16h30, 17h, Podcast Plus sur BX1. BX1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcast Plus. Comme chaque semaine, on découvre ensemble les nouvelles créations sonores et radiophoniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, on explore plus précisément la scène musicale. Une scène dense, diverse, multiculturelle qui regorge de talent mais aussi de mystère. Pour naviguer en toute aisance dans ces sphères, on a souvent besoin d'un ou d'une bonne guide pour baliser son sentier. Le podcast dont on va parler aujourd'hui s'appelle Eye of the Taiga. Il est signé Nastasia Martin pour Fakir, la fédération des auteurs, compositeurs et interprètes, c'est ça ? Et interprètes réunis, c'est ça. Interprètes réunis, pardon. Eye of the Taiga, c'est un podcast, mais surtout un guide adressé aux musiciens, musiciennes, compositeurs, compositrices, artistes et à toutes celles et ceux qui souhaitent se frayer un chemin à travers la forêt touffue, riche et parfois impraticable de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, il y a une première saison qui est sortie en février 2022. Eye of the Taiga revient maintenant avec une deuxième saison dont les 2 premiers épisodes sont déjà en ligne. Et il y a un 3e épisode qui sera diffusé le 28 novembre à 15h sur Radio Campus. Les différents épisodes sont à écouter sur le site du Fakir, fakir.be, mais aussi sur les plateformes d'écoute, Spotify, YouTube, toutes les plateformes d'écoute en fait. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en studio Nastasia. Elle travaille au Fakir et est aussi la créatrice du podcast Eye of the Taiga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puisqu'on vient de parler de Radio Campus, je vais t'épargner la question rituelle du comment ça va et je vais plutôt emprunter à mon amie Leslie de Radio Campus sa question rituelle. D'autant plus qu'elle s'adapte parfaitement à ce lundi un peu gris et brumeux. Alors Nastasia, la question c'est, c'était quoi la dernière fête dans ta tête ? Oh waouh, la dernière fête dans ma tête, je pense que c'était samedi soir, concert de Pongo à l'ancienne Belgique. Ok, super, j'ai vu plein de stories passer, c'est vrai que ça avait l'air top. Ce week-end, il y avait aussi le 50 Lab Festival qui mettait en avant une bonne partie des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ces artistes, c'est notamment eux que tu as mis en avant dans ton podcast Eye of the Taiga. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as lancé ce projet et pourquoi ? Bah oui, en fait, ce projet-là, il a été fait à peu près un an et demi après que j'arrive chez Fakir. On commençait tout juste à réouvrir un petit peu le secteur culturel. Après cette grosse passe Covid où tout le monde s'est retrouvé un petit peu seul, il y a eu ce besoin de retrouver un peu de sens, je trouvais, dans le secteur de la musique, qui est un secteur où, en tant qu'artiste, on se retrouve souvent très seul. Et à toute étape de sa carrière. Et donc, c'était l'idée un petit peu de rappeler à travers ce podcast que malgré les différences de parcours de chacun, chacune, il y a finalement plein de similitudes, en fait, dans les doutes, dans les rejets, mais aussi dans les victoires. Merci beaucoup. Et je me rends compte en même temps que donc, tu ne m'as pas reprise parce que tu es extrêmement polie, mais qu'en fait j'ai écorché ton nom ou même j'ai dit un mauvais nom puisque Nastasia Martin c'est en fait une autrice dont je suis en train de lire le roman en ce moment. Donc voilà, j'y pense apparemment inconsciemment, mais donc toi c'est Nastasia Rico, c'est quand même bien de... mais je suis très fan de Nastasia Martin et j'ai aussi lu son roman. Ah d'accord. Du coup tu t'es dit, bon, ça va, la confusion ne me dérange pas trop. Je suis même flattée. Bon, ça va, mais donc je ferai attention pour la prochaine fois. Du coup, on parle de taïga, on parle de jungle, on parle de survie. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ce milieu de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles et de manière générale est un milieu aussi compliqué à comprendre et à intégrer ? Oui, et même compliqué en fait à se fédérer. Quand on voit au niveau des mouvements, rien que pendant le Covid, en fait, les musiciens, musiciennes, elles ont du mal en fait à se fédérer ensemble. Et dans le secteur de la musique, il y a vraiment ce truc paradoxal qui est que il y a un moment au début, un timing où on te demande d'acquérir un certain public, une certaine visibilité, un certain nombre de productions audiovisuelles, mais en même temps, on te demande d'acquérir
ce package-là sans forcément pouvoir t'entourer de professionnels en fait. Et donc tu te retrouves à avoir 1 million de compétences au-delà de ta compétence artistique, scénique, à devoir les développer, et parce que sans ça en fait tu sais pas décoller. Et combien d'artistes j'ai pu entendre qui sont justement qui n'arrivent pas à se diffuser en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut peut-être les détailler, ces différentes compétences ? C'est ce qu'on avait repris dans l'épisode 1, mais il y a tout ce qui est attrait à la communication, à la diffusion, la promotion, le rôle de bookereuse, de managereuse, de tourneuse, qui en fait ce sont des professionnels. Il y en a très peu dans l'entourage belge, et donc avant de pouvoir en trouver une, on se retrouve du coup, si on arrive à le faire, parce que c'est pas toujours le cas non plus, et donc on se retrouve seul à devoir affronter tout ça, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez cruel, d'assez jungle, d'assez taïga en fait, dans le fait de devoir se développer parce qu'on est finalement seul face à son instrument. Et puis du coup, tout le temps qu'on passe à développer ses autres compétences est un temps qu'on ne passe pas en fait à faire son vrai métier de base, c'est-à-dire faire de la musique, faire de la création. Ça pose question aussi. Oui, c'est ça. Et le dernier épisode, le 3e qui va bientôt sortir, va justement parler de toute la partie administrative qui, elle, pour le coup, est complètement sous-estimée. Quand on fait des études de musique, qu'on est au conservatoire, à aucun moment on nous apprend à monter un projet, parce que c'est pas juste des morceaux qu'on doit créer, c'est tout un projet. Il y a toute une administration et à devoir gérer derrière, quoi. Et tu parlais de la première saison justement de Eye of the Taiga. Est-ce que donc vous l'avez lancé en février, il me semble, donc en février 2022. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours suite à cette première saison ? Est-ce que vous avez appris des choses grâce à ces retours que vous avez pu appliquer aussi peut-être dans la saison 2 ? Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que l'essence de ce projet-là, et j'ai l'impression que ça a beaucoup parlé, c'était vraiment principalement de mettre au centre la parole d'artistes de la musique, et de évidemment toujours avoir des personnes qui représentent des structures du secteur pour les accompagner dans l'épisode, mais c'était principalement partir de leurs expériences, de leurs réflexions, sans forcément apporter une réponse à chaque fois. Et donc ça, j'ai l'impression que ça a beaucoup parlé, parce que c'est un podcast qui s'adresse tant aux artistes de la musique que aux professionnels, au secteur, aux structures du secteur musical, que au grand public en fait. Parce qu'il y a des idées reçues, des stéréotypes qui collent en fait au métier d'artiste de la musique. Déjà, le considérer comme un métier et non pas une passion ou un hobby. Et même si c'est une passion, ne pas sous-estimer la difficulté en fait de cette passion à développer, quoi. On a déjà pas mal parlé de cette saison 2. Par contre, je vous propose qu'on écoute tout de suite le premier extrait de Eye of the Taiga saison 2. C'est l'épisode 1 qui s'appelle comment, Anastasia ? Où est la place des artistes femmes, non-binaires et queer ? Super, on écoute tout de suite. En fait, on joue surtout dans des événements engagés. Donc, on nous invite parce qu'on est un groupe féministe et parce qu'on a des valeurs à défendre. Et en général, les soirées où on joue, ce sont des soirées thématiques féministes ou en tout cas militantes. Et donc, on est souvent majoritaire sur scène ces soirs-là. Peu de chiffres peuvent le confirmer. Mais cette parité va plus facilement être atteinte dans des circuits dits alternatifs, où la parité à l'affiche est un des enjeux centraux de ces lieux et de ces événements. Qu'en est-il de la programmation de salles plus grandes, de salles plus mainstream, dirons-nous ? Olivier, responsable du département musique et l'un des 3 programmateurs du Botanique, a bien voulu me parler de leur programmation. On n'est pas au courant de toutes les identités de genre, mais on est quand même... maintenant, on fait l'exercice pour nous de faire le compte. Alors c'est très aléatoire d'une saison sur l'autre. Alors par exemple sur les Nuits Botaniques passées, on avait 40% de femmes LGBT+. Ça c'était sur les Nuits Botaniques l'année dernière, où là on a vraiment une grille en face de nous, où on voit les noms de tous les artistes et où on compose une grille de programmation
qui fait vraiment, où on veut une cohérence de style, paritaire, qui doit répondre aussi à des exigences en termes de diversité des publics, pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Par contre, par exemple, sur la saison, et là je vais être tout à fait transparent, septembre-décembre 2022 maintenant, on a 30%. Ça répond pas du tout à ce que nous, on s'est fixé comme objectif. Voilà, pour l'instant, on s'est fixé comme objectif d'être à 40%. C'est un objectif un peu tacite, hein. On l'a pas noté, hein, mais on se dit que c'est ce qu'on aimerait bien avoir. Moi-même, je n'ai pas eu conscience de ce déséquilibre avant de faire partie de Civias. Voilà, moi je suis un homme, j'ai 44 ans, j'ai évolué dans un milieu, j'y suis depuis un peu toujours. Et je n'avais pas conscience de ce déséquilibre avant qu'on me le montre sur des chiffres et qu'on me dise regarde la programmation des salles, des festivals. Je faisais partie de ceux qui avaient intégré ça comme une norme, quoi. Ça a été vraiment un peu le révélateur, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand tu te mets les yeux dessus et que tu regardes et que tu parles avec des gens et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui se sentent discriminés, voilà, à ce moment-là, il y a des discussions qui se mettent en route et ça prend plus ou moins de temps, je pense, selon les interlocuteurs au sein de la structure. Voilà, je vois très bien aussi les blocages qu'il peut y avoir par rapport à plein d'institutions où il y a une personne qui se sent vraiment très concernée et qui essaye de mobiliser le reste de l'équipe en interne, qui n'y arrive pas forcément, ou pas facilement, ou pas à la hauteur de ses attentes. Je sais que ça peut être assez difficile, parce que c'est vrai c'est un milieu aussi où c'est des gens qui font des longues carrières, et quand on est là depuis 30 ans, voilà, ça a toujours été comme ça, pourquoi à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne faisait pas bien notre travail? Ben non, ça veut dire que... Oui, peut-être. Et ça veut dire que le monde change et ça veut dire qu'on peut aussi se remettre en question et remettre en question des choses qu'on voit et qu'on ne voyait pas avant. Les meilleurs podcasts sur BX1 avec Jean-Jacques Deleu. BX1. Et non, c'est pas Jean-Jacques Deleu aujourd'hui, c'est Camille Loiseau et c'est pas Nastasia Martin, c'est Nastasia Rico. On va y arriver, décidément. Nastasia, on entendait juste avant la pub, donc le premier extrait de Eye of the Taiga. Dans cet extrait, il est beaucoup question de mainstream versus alternatif. Et on en parlait un petit peu juste avant. Je te disais que pour moi, ces définitions, cette différence était peut-être pas toujours très clair et je trouvais que tu avais une réponse qui pour le coup était assez claire et assez juste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu perçois cette différence entre mainstream et alternatif? Ouais, bien sûr. L'idée, c'était un petit peu plus simplifié, d'aller droit au but pour le podcast. Mais en fait, il y avait vraiment cette différence entre circuits traditionnels et non traditionnels. Et ce que je vais appeler traditionnel, ça va être plutôt des structures dans le paysage culturel qui vont plutôt être des structures étiquetées FOEB ou subventionnées. Ce sera par exemple l'exemple de court-circuit, de botanique, des salles de concert qui font partie du Club Plasma, donc de la fédération des salles de concert court-circuit, ou tout simplement de passer par des chemins comme les tremplins, les résidences, ou les formations de conseils de la musique, alors que le circuit non traditionnel, ça va être plutôt des initiatives locales qui vont émerger comme les Volumineuses, le collectif de management Une Fois qui est à Liège. Et donc, c'est un petit peu faire, pas forcément la différence ou l'opposition, mais essayer de un peu dissocier les deux. C'est aussi associé à des moyens. En fait, on a l'impression qu'il y a plus de moyens humains, financiers du côté mainstream que du côté alternatif. En fait, c'est surtout qu'il y a aussi un enjeu parce que il va y avoir cet enjeu-là dans les circuits non traditionnels où parfois il va y avoir ces initiatives qui vont naître parce que justement de ce circuit traditionnel, il n'y a pas la réponse qui elles attendent, notamment dans cet épisode. Ce qui est traité, c'est la parité à l'affiche. Qui sous-tend en fait tout un certain nombre d'enjeux, peut-être pas en parler directement, mais des enjeux en fait de gestion d'accueil du public, des artistes en fait. Et pourquoi ce serait plus facile, entre guillemets, parce que c'est jamais non plus hyper évident, mais d'atteindre une forme de parité ou de diversité dans les milieux alternatifs plutôt que dans le mainstream ou les milieux traditionnels? Je pense pas que ce soit plus facile, je pense juste qu'il y a des initiatives qui naissent avec justement cette finalité-là.
Oui. alors que c'était pas forcément le cas, ou que ça l'était moins avant pour certaines salles et encore aujourd'hui, ou certaines agences de management, de booking ou toute structure du secteur. Et maintenant, c'est un tout petit peu plus le cas quand même. Tu l'esquissais dans ta réponse. Dans l'extrait, on entend parler de Civias. Civias, c'est une structure qui travaille pour plus d'inclusivité et une meilleure représentation des femmes et des personnes non-binaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a 2 rapports qui sont déjà sortis, qui citent des chiffres très concrets. Ces rapports, ils sont sortis en 2019, en 2020. Et puis, il y a aussi eu un rapport sur la présence des femmes et des minorités de genre sur les scènes des festivals. Donc ça, c'était en 2022. Et alors, j'ai cherché un petit peu les chiffres. Et alors, pour le rapport de 2020, on parle de 28% de femmes sur les scènes des salles, festivals, etc. Et pour le rapport Festival 2022, on est à 21% de femmes et 0,4% d'artistes non-binaires. Donc, il y a encore du chemin à faire quand même. Et alors, dans ces rapports, il y a des données quantitatives, mais il y a aussi des données qualitatives, notamment quels sont les postes occupés par quel type de personnes. Et il y a notamment ce poste dont on entend parler dans ton extrait aussi, qui est le poste de programmation. Pourquoi c'est un poste important et en même temps, pourquoi c'est que la partie visible de l'iceberg ? La programmation, et c'est ce que j'aimais bien avec cette idée aussi de... Les initiatives qui sont dans le secteur, dans les circuits non traditionnels, c'est pour moi des initiatives qui sont là pour vraiment renforcer la communauté, renforcer ce sentiment d'appartenance, en fait, parce que ça demande aussi une certaine charge mentale pour ces artistes de venir dans le circuit traditionnel, parce que elles vont prendre un risque, en fait, d'être mal reçues, de pas avoir le public adapté, les structures adaptées pour les accueillir, en fait. Et donc, parfois, c'est juste trop difficile à affronter. Et donc, on va plutôt aller dans ces circuits non traditionnels. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un programmateur donc du Botanique, qui est quand même une grande salle, qui est la salle la plus subventionnée par la FOEB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et que cette salle parle de ces réalités, en fait, qui sont une réalité. La programmation, c'est finalement juste une finalité, parce que derrière ça, il y a tout un imaginaire à déconstruire, que ce soit à l'intérieur du Botanique, de l'équipe, que du public, que des artistes elles-mêmes qui candidatent, en fait. Parce que déjà, il va y avoir cette première étape où avant, c'est ce qu'il disait Olivier, tout simplement, il n'y avait pas justement d'artistes qui candidataient, que ce soit d'artistes femmes et minorités de genre, et qui juste, en fait, tentaient pas leur chance parce que c'était peine perdue dans leur inconscient. Et au fur et à mesure, on voit que les candidatures, en fait, se sont agrandies et se sont élargies, parce que il y a ce truc où on va déconstruire, en fait, en se disant, finalement, j'ai ma chance. On parlait de représentativité. Dans le podcast Les 2 saisons, il est aussi question de santé mentale, il est question de présence sur les réseaux sociaux. Comment vous avez fait pour identifier tous ces différents sujets? Parce que j'imagine qu'il y avait 14 milliards de possibilités. Comment vous êtes arrêté sur ces sujets-là en vous disant « Ok, c'est vraiment ça qui est important, c'est de ça qu'on a envie de parler » ? Déjà, moi, je suis pas musicienne à la base. Enfin, même pas à la base tout court. Et donc, en fait, je suis vraiment arrivée avec mon regard un peu naïf et extérieur il y a 2 ans et demi. Et donc, j'ai commencé à m'immerger dans ce milieu-là, à rencontrer beaucoup de personnes. Et de par, justement, tout le travail qui a été fait par Fakir, parce que ça existe depuis 10 ans l'an prochain, et de par mon regard-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, et en même temps, j'ai échangé avec les artistes régulièrement. On consulte justement les musiciens, les musiciennes à travers nos événements, à travers nos ateliers, pour essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui touche concrètement à leur réalité professionnelle dans leur quotidien, en fait. Et justement, ces artistes dont il est question occupent vraiment une grande part des sujets, mais aussi du temps de parole au final dans ce podcast. Et je voulais qu'on écoute tout de suite le deuxième extrait et qu'on revienne sur ce point de à quel point vous laissez la parole aux artistes aussi dans ce podcast. On écoute tout de suite le deuxième extrait. Je vois bien que le secteur musical travaille pour augmenter la visibilité d'artistes finta, pour reprendre le terme de Lynn. Mais bien souvent, j'ai l'impression que si, comme moi, l'artiste sort de l'étiquette femme, les difficultés augmentent.
Beaucoup d'artistes queer de mon entourage choisissent de se tourner directement vers les scènes alternatives plutôt que de se lancer dans le circuit traditionnel. Parfois par peur du rejet, non pas de leur projet musical, mais de leur identité. Je suis une personne transgenre et je sors de la binarité. Et rien que pour ça, la société me rappelle chaque jour que je n'existe pas. Comment croire que le secteur musical qui s'inscrit dans cette société ne va pas faire la même chose avec moi ? Comment croire que le côté mainstream du milieu de la musique, alors qu'il donne une place centrale à l'image, va me donner une chance alors que je sors des standards de beauté imposés par la société actuelle patriarcale et hétéronormée ? Nager à contre-courant nous réclame énormément de force et de courage. Alors, est-ce que notre identité de genre pourrait amener au conflit ? Peut-être. Peut-être, parce qu'on a déjà un style assez alternatif qui ne sera pas forcément joué dans les festivals mainstream, on va dire. Et donc, je pense que c'est vraiment un choix quoi, de jouer dans les scènes alternatives. Ouais. Et on a envie justement de militer et de ne pas se prendre la tête avec des grosses institutions. Peut-être qu'on a envie d'éviter le conflit aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, on cherche pour l'instant des scènes plus alternatives. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que d'office, on s'attend à ce que les artistes Finta portent la voix de toute la communauté, qui représente tout le monde, et c'est vraiment génial. Tu vois, on leur demande d'être des experts sur les questions de genre, et en fait non, tu peux être une artiste Finta et parler de la météo, et parler de crise d'amour, et de ce que tu veux, d'émotion, enfin de ce que tu veux. Le meilleur des podcasts sur BX1. BX1. On est de retour dans le studio de BX1 pour parler de Eye of the Taiga avec Nastasia Rico. Nastasia, une des voix qu'on vient d'entendre dans cet épisode 1 de la saison 2 de ton podcast, c'est celle de Biche de Ville. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Biche de Ville ? Bah oui, Biche de Ville, c'est un des administrateurs de Fakir. Il s'est engagé à peu près en même temps que moi dans Fakir et ça me tenait à cœur en fait qu'il soit entendu dans cet épisode-là parce que c'est un artiste transgenre. C'est un artiste qui s'est beaucoup posé de questions et en fait, paradoxalement, de par son identité, il en est devenu un artiste militant alors que c'était pas forcément la position qu'il avait. Tu lui as laissé pas mal de place, tu lui as même laissé en fait l'animation de cet épisode-là plutôt que de faire une simple interview avec lui. Comment tu as pris cette décision Olivier l'illustre très, très bien. Il y a dans le podcast où il dit en fait, il vaut mieux, c'est toujours suspicieux de montrer qu'on fait. Le plus important, c'est de faire. Et donc, pour moi, c'était essentiel, en fait, de juste donner la voix à un artiste du milieu queer pour que, justement, lui-même illustre, en fait, sa réalité à travers sa narration. Dernière petite question, Nastasia. Tu m'as confié qu'il devait normalement y avoir 4 épisodes à cette saison 2. Au final, il n'y en aura que 3. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, très simplement parce que Fakir est aussi touché par les réalités du secteur de la musique qui fait qu'on est que 2 dans l'équipe et donc on s'est retrouvés complètement submergés par cette fin d'année et pour moi, je suis assez exigeante justement avec ces podcasts-là. J'ai envie que ce soit des podcasts qui soient diffusés à tout le monde, que ça insuffle de la réflexion, que ça insuffle une volonté en fait de prendre un peu des positions et de mettre en place des actions. C'est pour ça qu'il se veut simple, direct et concret. Et donc, c'était vital de plutôt reporter l'épisode 4 que juste le bâcler. Est-ce qu'il y aura du coup un épisode 4 à un moment, s'il n'arrive pas tout de suite ? Il y aura même une saison 3. Waouh. Mais qui se fera sans moi par contre. Est-ce que tu peux nous teaser peut-être un petit peu sur le sujet de l'épisode 4 et peut-être même de la saison 3 si tu as déjà une idée ? Alors pour l'épisode 4, l'idée c'était de parler de la médiation, en fait l'idée de médiation dans le métier d'artiste de la musique parce qu'aujourd'hui on demande à l'artiste, en plus de sa prestation scénique, pour beaucoup comme les centres culturels, d'avoir tout un outil pédagogique de médiation autour de son projet musical. Et donc, c'était un petit peu questionner ce nouveau mouvement qui fait essence et qui, parfois, peut être très contraignant pour l'artiste.
Donc maintenant, on doit être artiste, pro de la communication, un peu booker et puis un peu médiateur aussi. Exact. Merci beaucoup Nastasia d'avoir répondu positivement à l'invitation, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça chez BX1. On souhaite une longue vie à ton podcast Eye of the Taiga. Je rappelle qu'on peut l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, toutes les plateformes d'écoute possibles et imaginables.